On est en 1956. Un petit groupe de scientifiques se lance dans un projet d'été. Un projet super confidentiel. À la fin, sur le papier, c'est un échec total. Aucun résultat concret. Et pourtant, paradoxalement, c'est cet été-là qui va complètement façonner le monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui. Alors comment c'est possible? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout commence, comme souvent, par un petit mystère. On est en juillet 1956. Un jeune scientifique, qui s'appelle Ray Solomonoff, reçoit cette lettre. C'est sa petite amie qui la lui envoie, et elle s'inquiète un peu de son silence. La question, elle a l'air toute simple comme ça, mais en fait, elle en dit long. Imaginez, qu'est-ce que Ray et son ami, Marvin Minsky, qui était déjà une pointure à l'époque, pouvaient bien fabriquer pour être aussi secrets? Leur compagnie elle-même n'était au courant de rien, c'est dire le niveau de discrétion. Heureusement, la destination de la lettre nous donne un premier indice. Elle est envoyée au Dartmouth College, pour un événement au nom franchement bizarre pour l'époque, un symposium sur l'intelligence synthétique. Personne n'avait jamais entendu un truc pareil. Et pour cause, personne ne savait vraiment comment appeler ce nouveau domaine qui était en train de naître. On entendait parler de cybernétique, de théorie des automates, ou plus simplement de machines pensantes. L'idée, elle, était bien là, dans l'air du temps, mais les mots pour la décrire, eux, manquaient encore. Pour bien comprendre cette ambition un peu folle, il faut vraiment se replonger dans l'atmosphère des années 50. C'est une époque où, pour la toute première fois, le rêve d'une machine capable de penser ne relevait plus seulement de la fiction, mais semblait presque à portée de main. Et au cœur de cette effervescence, on retrouve notre fameux Ray Solomonoff. C'est un fils d'immigrant, un vrai passionné de maths, de sciences, mais aussi un lecteur vorace d'un genre littéraire qui explosait à ce moment-là. Et c'est ça qui est fascinant, l'imaginaire de ces scientifiques a directement nourri leur ambition. Solomonoff, Minsky et tous les autres, ils ont grandi en lisant des histoires de robots et d'ordinateurs super intelligents dans les magazines de science-fiction. Ces couvertures, elles sont parfaites pour illustrer l'audace de leur projet. C'était leur inspiration. Portés par cette vision, 4 jeunes scientifiques, John McCarthy, Marvin Minsky, Nat Rochester et le légendaire Claude Shannon, vont soumettre cette proposition complètement folle à la Fondation Rockefeller. Leur but était simple et en même temps immense, prouver qu'une machine peut simuler l'intelligence humaine. Rien que ça. Et au fait, comment Ray Solomonoff s'est retrouvé dans cette histoire? Eh bien, c'est Marvin Minsky qui a absolument insisté pour qu'il soit là. Pourquoi? Parce qu'il savait que Solomonoff était un preneur de notes compulsif, qu'il remplissait des carnets entiers d'idées et de réflexions. Minsky a même dit aux autres, avec Ray, le rapport final s'écrira tout seul, vous allez voir. Une bonne affaire, en somme. Et la voici, cette fameuse invitation officielle. C'est sur ce bout de papier qu'apparaît pour la toute première fois le nom que John McCarthy a choisi, avec une sacrée audace, pour ce nouveau champ de recherche. Un nom qui, lui, va rester pour de bon, intelligence artificielle. Bon, maintenant qu'on a le décor, la question c'est comment ça s'est vraiment passé? Une fois que tout ce beau monde s'est retrouvé à Dartmouth, pour 8 semaines, qu'est-ce qu'il en est sorti? Avant le début du projet, l'optimisme était à son comble. Minsky, par exemple, était persuadé qu'ils allaient tous se mettre d'accord super vite sur les bases pour pouvoir enfin attaquer les choses sérieuses. La réalité, vous vous en doutez, a été un peu différente. Et là, on touche au cœur du problème, ou peut-être de la solution. Parce que ce groupe, ce n'était pas du tout une équipe soudée. C'était une collection de génies, tous brillants, oui, mais aussi avec des égos bien trempés. Et surtout, chacun était venu avec son propre projet en tête. Alors, l'idée d'une vision commune, on pouvait oublier. C'était plutôt une dizaine d'agendas personnels. Alors la question se pose, avec toutes ces divergences, est-ce qu'ils ont au moins réussi à se mettre d'accord sur un projet, un truc qui pourrait tous les rassembler? Cette slide, elle résume parfaitement la situation. Quand McCarthy a proposé qu'ils travaillent tous ensemble sur une machine capable de jouer aux échecs, l'idée a été accueillie avec une sorte de politesse glaciale. Les notes de Ray Solomonoff sont limpides, ça n'a emballé absolument personne. Les désaccords étaient tellement profonds qu'ils devaient parfois faire une pause pour définir les mots qu'ils utilisaient. C'est dire à quel point ils partaient de loin. Et il y a une anecdote incroyable à ce sujet. Un après-midi, alors que le débat s'enlisait, ils se sont levés et ont ouvert un dictionnaire pour chercher la définition du mot « heuristique ». Le plus fou dans cette histoire, c'est que 50 ans plus tard, pour une conférence anniversaire, la salle a été retrouvée et le dictionnaire était toujours là, sur son pupitre, comme un témoin silencieux de leur discussion fondamentale. Alors, au final, comment on évalue cet été? Succès? Échec? Est-ce que les objectifs si ambitieux du départ ont été atteints? L'avis de Ray Solomonoff, dans ses carnets personnels, est sans appel. C'est même assez sévère. Pour lui, le principal intérêt de l'idée, ça a été de rencontrer des gens et surtout de se rendre compte à quel point la réflexion sur le sujet était pauvre. On est bien loin du grand mythe fondateur là. Le constat est là, le projet n'a produit aucun résultat collectif, aucune machine pensante. Sur le papier, c'est un échec.
Mais c'est justement dans cet échec apparent que se cache la vraie réussite. Parce que l'héritage de cet été, il n'est pas dans un produit fini. Il est dans les conversations, les débats et les petites graines d'idées qui ont germé au milieu de tout ce désordre. Voilà le véritable héritage de l'été de Dartmouth. C'est dans les discussions informelles et les débats parfois houleux que des changements de paradigme ont été amorcés. Des changements qui vont façonner l'IA pour les 60 années à venir. L'une des fractures intellectuelles les plus importantes qui est apparue, c'est celle entre deux approches de l'intelligence. D'un côté, la déduction, la logique pure, les échecs, la voie suivie par presque tout le monde. Et de l'autre, l'induction, la capacité à observer les choses et à en tirer des généralités pour prédire l'avenir. Et ça, c'était la voie presque solitaire de Ray Solomonoff. Et là, c'est le retournement de situation. Des années plus tard, Marvin Minsky lui-même va l'admettre. Les discussions avec Ray l'ont tellement marqué qu'il a complètement abandonné ses propres recherches pour se lancer dans ce qu'on appellera l'IA symbolique. L'idée que l'intelligence, c'est manipuler des symboles et des règles, un peu comme le langage. Le type qui était juste là pour prendre des notes, le silencieux, venait de changer la trajectoire de tout le domaine. C'est incroyable. Et tout ça nous laisse avec ce paradoxe assez fascinant. Comment un été complètement désorganisé, sans but précis, sans résultat concret, a-t-il pu définir les 60 années de technologie qui ont suivi? C'était juste un rassemblement un peu chaotique de génie. Et pourtant, ce sont précisément les conversations, les désaccords, les idées nées de ce bazar qui ont posé les fondations de notre monde actuel. Un monde de plus en plus façonné par cette fameuse intelligence artificielle.